DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Nous parlons face à face aujourd'hui avec un invité qui n'est jamais passé sur ce plateau, mais on se connaît depuis un bon bout de temps, dans d'autres plateaux, dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement la politique, mais la politique avec les enjeux de l'heure. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Et si le président n'arrivait pas à avoir la majorité parlementaire, est-ce que le président peut démettre le Premier ministre? Est-ce qu'il y a possibilité d'une cohabitation? Est-ce que nous avons réellement le régime primo-ministériel dans ce pays? Et le dépassement et tout le reste, on en parle avec Eric Bilalé, qui est cadre du MLC. On va essayer un peu de discuter sur la question, d'abord la santé du parti, pourquoi pas. Eric Bilalé, comment allez-vous? Oui, je veux bien, cher Christian. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. C'est moi qui suis aux anges. Quand j'imagine, quand je vois, je pense encore à beaucoup de choses. Je pense à votre contribution au MLC. Ces jeunes pétris de talents, intelligents, pertinents, convaincants. À un moment donné, on se dit, mais est-ce que ça vous monte à l'esprit de diriger le MLC peut-être? Oui, c'est vrai que avec le leadership du chairman Jean-Pierre Bemba à la tête du parti, avec des idées forces fondatrices du parti, actuellement, c'est vrai que j'ai ces ambitions de gérer les partis et d'encarner un leadership visionnaire au sens bembiste du terme. Actuellement, c'est un peu difficile à la tête du parti en tant que secrétaire général, dans la mesure où on ne peut pas avoir un président national d'un même espace géographique que moi. Ah, d'accord. C'est un enjeu géopolitique. Conformément à la Constitution, vous souffrez de ça malheureusement. Conformément à la Constitution et à la loi sur le parti politique. Vous avez les talents qu'il faut, vous avez l'éloquence qu'il faut, vous avez la maîtrise des sujets qu'il faut, mais vous ne pouvez pas simplement parce que vous êtes dans le même espace géographique. Absolument. Et les partis, les MLC, en fait, c'est un parti qui laisse s'exprimer des talents. C'est un parti républicain, au sens propre du terme. On ne peut pas servir le parti seulement en état secrétaire général. Il n'y a qu'un seul secrétaire général. On peut être secrétaire général adjoint, on peut être porte-parole du parti, on peut être inspecteur général du parti. Voilà, on peut assumer d'autres fonctions au cabinet du président national. Voilà. Le plus important, c'est les services au parti, parce que le MLC, dans son idée fondatrice, fait du pouvoir service. D'accord. Mais alors, on va dire, est-ce que l'absence de Bemba fragilisait le parti? Parce qu'à un moment donné, Bemba était un leader national aux allures internationales. Mais est-ce que la prison a essayé de diluer, sinon d'anéantir quelque peu son pouvoir, son aura? Non, écoutez, la détention injuste du président Jean-Pierre Bemba était fait important. C'est vrai qu'il n'était pas dehors en liberté dans son agenda, dans son carnet d'adresses empli d'importance. C'est vrai, mais ça n'a pas entamé sa personnalité internationale et surtout sa vision
sur la paix et la sécurité internationale, parce que c'est un leader qui a une vision pour la région, pour la sous-région, mais aussi une vision pour l'international. C'est dans cette logique-là même qu'il avait construit l'armée de libération du Congo, une armée capable de mener des opérations de maintien de la paix dans le monde. C'était dans cette logique-là. Et c'est dans cette logique-là, pour instaurer la démocratie, que cette armée de libération du Congo est allée en Centrafrique, en professionnalisme, pour maintenir la paix et la sécurité, mais aussi pour sauvegarder les acquis de la démocratie. En qualité des rebelles, bien évidemment. Non, ben écoutez, en qualité d'une puissance militaire, parce que vous parlez de la rébellion au niveau du droit international humanitaire, c'est une puissance belligérante, certes, mais qui a une portion de pouvoir qu'il exerce sur une étendue de territoire donné, bien déterminée. Il y a l'autorité de l'État, parce que c'était toute une administration. Nous avions un ministre des Affaires étrangères, nous avions, nous donnions des autorisations d'entrée sur les territoires. Nous avions un ministre de la Justice, Et de un défense. ministre des Armées, des Défenses. C'était toute une armée de plus de 20 000 hommes, hyper entraînés. Quand vous voyez l'image, par exemple, du feu général Mamadou Ndala, c'est ça le MLC en fait. La vision pacificatrice de la République. Aujourd'hui, vous êtes quantième force politique aujourd'hui? Est-ce que vous êtes première, deuxième, troisième sur les 5 premières forces du pays? Où vous vous situez? Nous sommes la première force, compte tenu des atouts que nous avons, de tout le point de vue, moral, intellectuel, compte tenu du leadership du chairman Jean-Pierre Bemba. Nous sommes la première force politique du pays. Mais pas politique, pas en termes de popularité, pas du tout. Non, nous sommes la majorité populaire. C'est nous Comment la ça, majorité populaire. C'est pas SID? Je parle de la majorité populaire. Est-ce que ce n'est pas SID la majorité Non, ben, populaire? écoutez, hein, je ne viens pas faire un discours comparatif avec d'autres partis politiques. Mais vous répondez à des questions. Je parlais du MLC. Oui, bien sûr. Je parlais du mouvement de libération Oui. du Congo, qui est un grand parti un grand parti chargé d'histoire. Vous voyez, c'est un grand parti politique. En dehors de la rébellion, quelle histoire vous avez encore? Nous avons l'histoire politique dans ces pays. Le président Jean-Pierre Bemba a été élu en 2006. On n'a pas voulu lui donner sa victoire. Ça, c'est un discours de tout le monde. Malgré cela, il a fait l'opposition républicaine. Et c'est un homme, c'est en fait l'orbiteur de la classe politique congolaise. C'est cet objet satellisable qu'il faut propulser pour la gestion cohérente de la chose publique dans le pays. Nous avons l'histoire de la rigueur, nous avons l'histoire de la gestion cohérente et de la sévérité économique. C'est ça l'histoire du MLC. Pourtant, le MLC, c'est tout ça. C'est un parti d'espoir, c'est un parti de libération. Le MLC, c'est comme la République qui marche vers le bien-être. Et chaque fois qu'il tombe, il se relève. C'est ces partis-là. C'est un mouvement, en fait, le MLC. Un mouvement de libération, mais il faut dire perpétuel. Que vous avez finalement, vous avez géré ce pays. Vous êtes on va dire, vous avez aussi un bilan par rapport à votre gestion. Vous avez été ministre, disons, vice-premier ministre chargé des finances. Vice-président. Vice-président, pardon, chargé de finances, mais c'est en ce moment-là que les finances du pays étaient je veux dire, au rabais, on va dire, avec un taux estimé à 97% de chômeurs en ce moment-là. Vous avez, après, gouverné aussi des provinces. Je prendrai la province de l'Équateur, que le MLC a littéralement détruit, mais alors complètement par l'absence de leadership, par beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous avez aujourd'hui la possibilité de vous regarder, essayer un peu de corriger ça, non, de vous évaluer, voilà. Je crois que c'est quand même des accusations. Ah, pas des accusations, des questions. Non, qui ressemblent aux accusations gravissimes. Okay. En ce qui concerne, par exemple, la gestion du territoire de l'Équateur, ben, écoutez, les MLC, nous sommes en 1998. Vous savez, le président Jean-Pierre Bemba débarque à Kisangani pour construire le mouvement de libération du Congo avec le général Kazini à bord d'un avion privé du président Museveni. Il commence la formation des militaires. Il prend la route de Buta, Iziro, Aketi, à Doulia, où
on met en déroute les troupes tchadiennes, on avance jusqu'à Badolité. Ben écoutez, c'est la paix et la sécurité qui a régné là-bas. Il y avait tout. Je vous dis, c'était la première fois dans l'histoire du droit de la guerre, hein, le droit international humanitaire, le droit dans la guerre. Je dis, pas le droit de la guerre. Le droit dans la le guerre. droit dans la guerre. Juste in bello. En fait, dans l'histoire des droits dans la guerre, que une force belligérante, un mouvement rebelle soit super organisé comme ça. Une administration hyper fonctionnelle, hyper perfectionnée. Il faut poser la question à M. Olivier Kamitatou, qui était le secrétaire général du MLC lors de la rébellion. Il faut poser la question à M. François Mwamba. Il faut poser la question à M. Alexis Tambo Mwamba. Il faut poser la question à M. L'ambassadeur, il s'appelle comment Lequel? Monsieur l'ambassadeur, non, ils sont nombreux. De toute façon, il faut leur poser la question comment les choses étaient organisées. Moi, je parle plutôt. Vous êtes dans le passé. Moi, je parle. Non, non, nous sommes. Je parle dans. Parce que vous avez accusé. Je parle de la République. Dans la gestion de la chose publique. Oui. Je vais en venir. C'est la première étape de ma réponse. D'abord, vous avez dit qu'on a détruit la gestion pendant la rébellion, a été chaotique. Pas pendant la rébellion. Pendant ce régime, le régime de Kabila, vous étiez aussi. Écoutez, non. Vous avez dit le gouverneur. Au niveau de la rébellion, oui. C'était super fonctionné, super perfectionné, super organisé les choses. Pendant la rébellion, tout a été organisé. C'est un état perfectionné. Vous imaginez que c'était des troupes de l'armée de libération du Congo, encore en rébellion, qui étaient en Centrafrique. C'est parce que le président de la République, Ange Félix Patassé, avait constaté que c'était des armées qui étaient perfectionnées. Nous avons pacifié l'Est pendant la rébellion. Vous le savez, Béni. Nous avons mis en déroute les vrais ADF Nalou. Pourquoi vous dites le vrai? Parce qu'à l'époque, c'était les vrais ADF Nalou. L'armée de libération du Congo a été appelée à la rescousse. Nous sommes allés jusqu'à Béni. Nous les avons chassés, nous les avons repoussés jusqu'aux montagnes de frontières et mis hors d'état de nuire. À l'époque, nous avions pacifié l'Est. Parlez-nous de l'Équateur en 2006. Aujourd'hui, sont les faux ADF Nalou. On reviendra sur ce débat-là. Ça, c'est un autre débat. Très bien. Ben, la gestion, nous 2006. sommes en 2003. Nous sommes en 2003. Ouais. Nous sommes en 2003. Le président Jean-Pierre Bemba, en tant que partisan et artisan de la paix, participe à l'accord de Sun City. Il vient en tant que vice-président en charge de l'ECOFIN. Il trouve l'économie nationale, le budget national à 300 millions de dollars. La première année, il est double. La deuxième année, il est triple. Donc la première année, la deuxième année, la troisième année, il est triple en fait. Il laisse 900 millions de dollars. C'est-à-dire il a triplé le budget. Et il commence le programme PPT de pays pauvres et les plus endettés et qui lègue au Premier ministre Mozito, qui atteint le point d'achèvement. Ben écoutez, vous voulez parler de quelle gestion? Mais Une quelle gestion gestion qu'on a relevée. Mais quelle Une gestion qu'on a relevée. Oui, mais... Une gestion que Jean-Pierre Bemba a trouvée chaotique Oui. de la chose publique. Mais vous et savez, qu'il a relevé, à vous entendre il a dire, stabilisé. à vous Il a engagé M. Matata Pogno à la CBECO pour stabiliser la chose. Alors, La qui coopération. engage qui? Ben écoutez, C'est Bemba qui engage Matata? non, ben écoutez, il est parmi les gens qui ont été sélectionnés à l'époque pour gérer la CBECO en toute cohérence. Et le président Jean-Pierre Bemba fait tout ça. Voilà. Jean-Pierre Bemba travaille avec Kabila. Il a travaillé dans les cadres de la Sous le leadership de Kabila. Pas le leadership de Oh, mais Kabila. attendez Il n'y avait deux pas de secondes. leadership. Si, Il y avait bien pas de sûr, leadership. on avait un président Non, dans ce ben pays écoutez, qui fixait la règle. il y avait un président Oui. qui avait ses compétences connues et limitées. Il y avait des vice-présidents. D'ailleurs, à Sun City, le président Jean-Pierre Bemba avait insisté sur la présidence rotative de la transition. Qui n'a pas marché. C'est-à-dire, non, ben écoutez, c'était des questions politiques parce qu'il privilégie souvent l'intérêt national. Il a accepté malgré lui. Ben écoutez, c'était la transition, chacun avait ses compétences. Personne ne pouvait révoquer. Très bien. Alors, on va prendre pas beaucoup de temps, on prendra pas beaucoup de temps dans le passé. Ouais, pour vous dire simplement oui, que mais la en 2006, en 2006, la gestion de la transition Oui. a été, du point de vue économique et financier, cohérente. On sait que vous avez bien organisé les élections, ça on sait. C'était dans vos prérogatives de financer les élections. Absolument. Ça, de ce côté, on sait que vous l'avez bien fait. Mais parlons-en maintenant d'aujourd'hui, on va le dire, après Genève.
Jean-Pierre Bemba, sorti de prison, Jean-Pierre Bemba, évincé malheureusement par le professeur, le pénaliste Nyabirungu, qui estime que M. Bemba est été arrêté pour corruption, condamné pour corruption et non pour subornation. Ce Méli-Mélo va faire ce que Jean-Pierre Bemba ne se présente pas aux élections. Il va choisir, dans le cas de Genève, un candidat commun. Et les choses sont allées comme ça, au point que là, on est au point, on va dire un peu au point mort. D'abord, comment Jean-Pierre Bemba analyse la situation politique au Congo? C'est quoi son analyse aujourd'hui? En ce qui concerne les élections de 2018, les candidatures écartées des tristes mémoires, avec des raisons farfelues politiques, la peur verte du FCC, croyant que le président Jean-Pierre Bemba, du retour de la CPI, était porteur des glaives vengeurs. À tort qu'ils ont cru ça, ils ont enlevé sa candidature. Et en démocrate, parce qu'il ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, il a soutenu un candidat à Genève, malgré tout. Aujourd'hui, nous sommes en présence du fait que c'est le président de la République. Pourquoi vous dites malgré tout? Non, c'est-à-dire parce qu'avec vous, il faut faire très attention avec les mots. Vous parlez tellement bien français que vous savez ce que vous dites. C'est-à-dire, malgré les sacrifices endurés à Genève, d'accord, les choix d'un candidat commun et la campagne électorale, vous savez, le président Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a un ancrage sociétal considérable. C'est quelqu'un des travailleurs. Quand il mène sa campagne, même à distance, on dit que c'est lui l'élément catalyseur de la dissolution. Il a appelé partout sur l'étendue de la RDC au téléphone sa base pour demander de voter en faveur de Martin Fayulu. Ce qui était son candidat depuis Genève. Son candidat secret. Non, bon, ça c'est un autre débat, parce que tout ce qui s'est passé à Genève, Jean-Pierre Bemba n'a pas choisi les candidats communs. Mais il a organisé lui et Moïse Katumbi, non, il n'a rien organisé. Les candidats, Jean-Pierre Bemba a défavorisé Félix Tshisekedi au profit de Fayulu. Même pas. Les gens qui devaient se choisir, eux-mêmes ont fait leur choix. Ils se sont retrouvés quelque part en dehors de la main de Jean-Pierre Bemba n'était pas là. Non. En dehors de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, non. Ils se sont retrouvés à 4. Ils ont discuté sur le mode de choix entre eux. Ils se sont entendus. Ils sont allés au vote. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est déçu aujourd'hui de Fayulu? Le président Jean-Pierre Bemba, c'est un homme d'État. Il a géré beaucoup de personnalités dans ces pays, ou de personnalités étrangères qu'il a gérées. Donc, il sait gérer les comportements des uns et des autres. Vous ne répondez pas à ma question. Non, ben écoutez. Est-ce qu'il est déçu du comportement de Fayulu et Mozito? Je vous dis, le président Jean-Pierre Bemba a géré beaucoup de personnalités dans ces pays. Il connaît les uns et les autres. Vous êtes toujours dans la Mouka? Alors, non, la Mouka, c'est une institution qui existe, dont la constitution est faite d'un présidium. Les leaders qui guident la Mouka, c'est à eux de dire si la Mouka n'existe pas. Oh, mais comment ça? Vous êtes cadre du MLC. Pour l'instant, oui. pour l'instant, la Mouka existe. Okay. Parce que l'accord, les fondats existent. Est-ce que le MLC fait toujours partie de la Mouka? Oui, nous faisons partie de la Mouka. Est-ce que le président Bemba est sous le leadership de Martin Fayulu? Non, au sein de la Mouka, il n'y a pas de leadership au sens sous le leadership. Non, ben écoutez, il y a un présidium composé de leaders qui font la coordination rotative. Il n'y a pas de leadership. Toutes les décisions sont consensuelles. Toutes les décisions sont consensuelles. Toutes les décisions sont consensuelles. Donc, en ce qui concerne la Mouka, toutes les décisions sont consensuelles. D'ailleurs, tout le monde signe lorsqu'il s'agit d'une vision commune. Tout le monde signe. Le plan de sortie des crises, vous êtes d'accord avec? J'ai dit, toutes les décisions sont consensuelles. Mais répondez-moi. S'il y a une décision où il y a la signature de Jean-Pierre Bemba... Non, c'est pas ma réponse. C'est pas ma question. Ma question est celle-ci. Ouais. Est-ce que le plan de sortie, Jean-Pierre Bemba fait partie des rédacteurs? Je crois que le plan de sortie des crises, c'est le plan du président Martin Fayulu, pour qui j'ai beaucoup de considération. C'est un plan qui n'est pas partagé par tous les Lamouka. Très bien. Est-ce que le président Jean-Pierre Bemba est d'accord avec le fait, la position de Martin Fayulu,
de mettre le président en accusation et tout simplement de les limoger afin que Tambo Mwamba remplace, devienne président intérimaire? Non, ben écoutez, moi je suis pas partisan, je peux pas répondre à la place du président comment Jean-Pierre ça? Bemba. Vous êtes je peux cadre vous donner du quand même MLC. une réponse. Je Allez-y. vous donne en tant que cadre. Oui. Je suis pas à la traîne sur cette question-là. Mais j'ai dit, moi je ne vis pas dans ce monde des rêveries. Sur la base de quoi on va destituer les présidents de la Violation de République. la Constitution, il a dit, il a été clair. Il a violé quelle disposition de la Ben, Constitution? ils disent qu'il a violé la Constitution qui nomme les juges, Non, les ben, articles de écoutez, disposition qui nomment les juges, les je- dépassements je budgétaires. Je pense que c'est une question politique considérable. L'attitude du président Jean-Pierre Bemba doit nous enseigner. Comprenez, il est venu aux consultations, ils ont échangé avec les présidents de la République, il a une vision sur les dialogues nationaux, il a une vision sur la relance de la République, il a une vision sur la paix et la sécurité à l'est du pays, il a une vision sur la présidence future africaine de la RDC. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, ce sont les éléments fondamentaux qu'il faut relever dans le cadre de perspectives politiques actuelles. Très bien. Parce que le président Jean-Pierre Bemba n'est pas en faveur d'un système de corruption qui a été instauré dans ces pays par les régimes passés. C'est un système, en fait, c'est un instrument des blanchisseries, des crimes économiques. Et s'il faut sauver les pays par des mesures drastiques, même extra-constitutionnelles, dans le cadre des régulations politiques, il faut y aller pour sauver la République. Ah, très bien. Je prendrai votre dernier mot. Mais pour terminer l'épisode de la Mouka, quelle a été l'attitude du président Jean-Pierre Bemba quand il a appris que Mosito a traité Katumbi de petit monsieur? Personnellement, je n'ai pas suivi Mosito dire que M. Katumbi était petit monsieur. Vous êtes le seul, en tout cas, à ne pas le suivre. Je n'ai pas suivi ça. J'ai suivi l'émission. J'ai suivi l'émission. Il a dit clairement que, bon, je voudrais paraphraser. Il dit, écoutez, M. Katumbi n'est pas le financier de la Mouka. Malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il a dit ça. J'ai suivi. Bon, je peux avoir, je peux me méprendre en entendant peut-être aussi. Donc, il a dit, je peux résumer que M. Moïse Katumbi n'est pas le financier de la Mouka. Selon mon entendement, il a voulu simplement dire que les financements de la Mouka, dans le cadre de la campagne électorale du candidat commun, étaient constitués des efforts communs. Tout le monde a apporté sa pierre Sans budget, à malheureusement. l'édifice. Vous n'avez pas de budget. Voilà. Donc, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. C'est ce que M. Mouzitou Mais il a dit que voulu vous dire. n'aviez pas de budget. Donc ça, c'est un autre débat. Pourtant, c'est le débat de discours. Moi, je pense qu'en ce qui concerne le fait que je ne pense pas qu'il ait dit, le Premier ministre Mosito, c'est aussi un homme d'État. Il ne peut pas dire que le président Moïse Katumbi est un petit monsieur. S'il a dit, vous avez entendu personnellement. Ça, je vous le confirme. Je vous le confirme, il a dit ça. Moi, je n'ai pas entendu, Oui. mais je suis désolé. Très bien. Alors, parlons consultation. Jean-Pierre Bemba va aux consultations. Katumbi va aux consultations. Mosito refuse. Fayulu refuse. Parliez-vous toujours? Est-ce que vous parlez le même langage? Les consultations nationales ont été convoquées par les présidents de la République. Il a lancé des invitations aux personnalités, aux partis politiques. Et le président Jean-Pierre Bemba, fondateur du mouvement de libération du Congo, dans son leadership, il est venu voir les présidents de la République. Pourquoi? Répondre à son invitation. Pourquoi? Ils ont échangé sur les questions d'intérêt national qui, en fait, cette très haute idée de l'intérêt national que porte Jean-Pierre Bemba les dépasse en fait. Au-delà de Jean-Pierre Bemba, cette idée de l'intérêt national concerne notre vie quotidienne, notre avenir commun. Il ne peut pas hypothéquer cette question d'intérêt national en faveur d'une plateforme politique. Mais pourquoi ou en n'avoir pas faveur des débattu individus ça au personnels. sein de la Mouka? Non, ben écoutez, la Mouka peut se décider de se réunir pour débattre de ça. Ou la Mouka ne peut pas en débattre. Ils ne sont pas obligés d'en débattre. Le président Jean-Pierre Bemba n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit pour venir échanger sur des questions qui touchent à l'intérêt national. Il parle même avec les ennemis du Congo pour l'intérêt du Congo. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit de parler avec son frère, un compatriote,
Félix Tshisekedi. Alors, quand il parle avec Félix Tshisekedi, quand il sort de la salle, il dit rien. Il laisse la primaire au président de la République. Et puis plus rien, on n'entend plus rien. Est-ce que Bemba est déçu de l'attitude de Félix Non, Tshisekedi? mais écoutez, le président Jean-Pierre Bemba, ah, vous aimez l'expression être déçu. Mais écoutez, On ne sait jamais. euh, Vous avez lu l'article de Libre Afrique. Libre le- Afrique insinue insinue tout simplement que Jean-Pierre Bemba est déçu, Non, un peu ben, déçu. Il dit Hubert Leclerc dit que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont simplement déçus. ce sont des supputations peut-être. Oui. C'est l'annonce du chef de l'État à la nation qui va tout déterminer. En fait, l'enjeu majeur, c'est cela, parce que tous ces articles boutiqués de la presse, tant nationale qu'internationale, ben, j'ai beaucoup de considération. Pour la presse, excusez-moi, nationale et internationale, ben, écoutez, je sais aussi que cette presse-là peut être instrumentalisée à un moment pour orienter ou désorienter l'opinion publique nationale et internationale. Mm. Ben, pour l'instant, nous sommes suspendus à l'adresse du président de la République qui a promis de prendre des mesures considérables d'intérêt national pour sauver la République. C'est ce qu'il a dit. Et C'est ce le qu'il a dit président- à Jean-Pierre Le Bemba. président Jean-Pierre Bemba, non, j'ai dit, c'est le président de la République qui Ah, a d'accord. annoncé Ah, d'accord. qu'il reviendra pour des mesures Ok. après son discours. Mm. Le président Jean-Pierre Bemba a échangé avec le président de la République. Je crois qu'il lui a dit sa vision des choses et le président de la République lui a dit aussi sa vision des choses et c'est un homme de parole. Le président Jean-Pierre Bemba, il attend que le président se prononce. Tout le monde doit attendre. Pourquoi on doit avoir la primeur alors que le président ne s'est pas exprimé? Est-ce que Jean-Pierre Bemba vous a au moins dit ce qu'ils se sont dit? Non. À vous, les cadres du MLC? Non. Ben écoutez, il a dit clairement à la presse qu'il soutient les dialogues entre Congolais. Très bien. Il s'agit Alors, du dialogue entre Congolais qu'il Parlons faut soutenir. Parlons politique, Éric Bilal. Je rappelle que vous êtes cadre du MLC et je vous reçois dans ce cadre-là. Les manœuvres du président de la République. Vous avez entendu le FCC dire que le président a déjà échoué en avance parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire et il ne peut pas en avoir. Parlons de cette hypothèse de la majorité parlementaire. Est-ce que c'est une fenêtre fermée? Est-ce que c'est un carré bouché? Est-ce que le président a-t-il encore des moyens de manœuvre pour reconvertir, sinon requalifier la majorité parlementaire? D'emblée, je voudrais quand même préciser que la majorité parlementaire, c'est une institution. C'est une institution constitutionnelle. Et cette institution a des conditions préalables d'existence. C'est-à-dire son existence formelle se constate par un procès verbal d'un informateur. Vous savez, en 2006, bien qu'il y avait ce qu'on a appelé la MP, la majorité parlementaire, au sortir des élections, ils avaient la certitude d'avoir gagné de nombreux sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Un informateur a été désigné. C'est le feu Gizenga. Non, Gizenga d'abord. Ça, c'est en 2006. Ouais, ok. Et en 2011, malgré qu'on avait encore la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale en avance, compte tenu de bâclage des élections, le feu Mwando Simba, d'heureuse mémoire, a été désigné comme informateur. À la suite, c'était le Premier ministre Matata Ponyo qui était désigné comme formateur du gouvernement. Et en 2018, ici, on a dit au chef de l'État, écoutez, on ne peut pas. Parce que, vous savez, les FCC, compte tenu de ce qu'il a fait en 2018, lors des élections, notamment en nommant certains individus députés alors qu'ils n'étaient même pas candidats. Vous dites nommé. Nommé, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été sur la liste des votes, qui n'a participé à aucun contentieux, que ce soit des listes ou des résultats, n'est-ce pas? On l'a nommé comme député. Et en ces moments-là, c'est difficile parce que nous avons été au four et au moulin au contentieux électoral. Vous verrez que cet individu, on ne sait pas l'attaquer parce qu'il n'a ni, de bulletin de vote en son nom, il n'a rien, on ne sait pas l'attaquer.
Ça, c'est un problème sérieux. Mm. Et les FCC connaissant tout ça, il a dit au chef de l'État, écoutez, c'est nous qui sommes la majorité, vous nommez le Premier ministre, sans respecter la procédure de désignation. Ils ont dit, ils se sont autoproclamés majorité. Mais en réalité, du point de vue de droit... Mais le chef de l'État, pourquoi a-t-il accepté ça? Du point de vue de droit, il n'existait pas de majorité parlementaire. Cette ordonnance portant nomination du Premier ministre, c'est simplement une ordonnance que le président de la République doit rapporter. C'est-à-dire qu'en vertu de parallélisme des formes et des compétences et de la théorie de l'acte contraire, le président de la République, comme autorité compétente des nominations du Premier ministre, De rapporter cette ordonnance. on a assuré les retraits. Et quelles sont les conséquences de ces rapports? Le retrait a des conséquences des effets d'annulation ex tunc, comme on dit en droit. C'est-à-dire, à partir du moment du retrait, l'ordonnance est considérée comme n'ayant jamais existé. Et n'ayant jamais produit des effets. N'ayant jamais produit des effets. D'accord. C'est-à-dire, tout disparaît en fait. C'est vrai qu'on ne va pas retourner en 2018 pour demander au Premier ministre de rembourser tous les émoluments qu'il a perçus en tant que Premier ministre parce que l'ordonnance avait été mal prise et cesse d'exister. Ce n'est pas à Beauvau, ce n'est pas stantuco ante, mais c'est ex tunc à partir du moment où on a retiré pour l'avenir. C'est-à-dire que si le chef de l'État décide du retrait de cette ordonnance aujourd'hui, pour l'avenir, c'est considéré comme inexistant. Alors ouais, du point de vue du droit, cette majorité n'existait pas du point de vue du droit. Vous savez, la mission d'information, c'est une fonction publique adociste ou ad hoc, qui consiste à identifier la majorité parlementaire et à faire rapport à l'autorité d'instauration de cette mission, et la mission finit sa mission, en fait, comme on dit. Et c'est à l'issue de ces rapports que le président de la République désigne le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Donc, la majorité parlementaire n'existait pas. De ce point de vue, il n'y a pas de débat des droits. Okay. Donc, les débats des droits... D'accord, mais il y a des questions quand même qui viennent. Considérons le fait que le président rapporte son ordonnance, il retire tout simplement. Quelle est la conséquence que cela aura au sein de la majorité parlementaire? Comment ça se passe exactement? Non, étant donné qu'il n'y a pas de majorité parlementaire. Au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'informateur sera nommé. Oui, mais on nomme un informateur. Mais eux, ils ont 305 députés. Ce sont des déclarations politiques. Okay. Ils vont les dire à l'informateur. L'informateur ne consulte pas des plateformes politiques extra-parlementaires sans personnalité juridique. L'informateur consulte les états-majors politiques, c'est-à-dire des états-majors qui ont été candidats, qui ont porté des listes à l'élection. C'est-à-dire les regroupements et les partis politiques. Les regroupements et les partis politiques qui ont été candidats et qui ont gagné les élections, qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des états-majors, des groupes parlementaires. Mais ce sont eux qui font 305. Ça, ce sont des déclarations des individus. D'accord. Des individus, ce sont des déclarations. Nous sommes 315 ou alors, nous sommes 310. Ils vont dire ça à l'informateur, l'un après l'autre. Ils vont le dire à l'informateur. C'est l'informateur qui va constater sur son procès verbal, écoutez, le PPRD a 8 députés, ils ont été reçus l'un après l'autre. Tous ont déclaré leur appartenance au PPRD et à une plateforme politique qu'on appelle, à une plateforme politique qu'on appelle les FCC. Ils sont de ces côtés-là. Tel groupe parlementaire, par exemple, MLC et Alliés, ils ont été reçus. L'un après l'autre, ils ont déclaré qu'ils n'appartiennent pas au FCC. Ils sont de l'opposition. Tel est de tel, tel est de tel. Alors, vu les résultats que j'ai, voilà, il ressort que 500 ou 320 députés constituent une vague libre. Et je leur ai proposé de constituer cette majorité avec telle dénomination, Monsieur le Président de la République. Et ils ont accepté. Voilà l'acte qui prouve qu'ils ont accepté. Le PV.
Le procès verbal est là. Ils ont tous signé. Voilà la signature des 330 députés qui s'engagent à appartenir à cette plateforme politique qui va constituer la majorité parlementaire. Et c'est dans cette majorité que le président puisera un Premier ministre. Puisera un Premier ministre. Et qui va former un gouvernement. Est-ce qu'en ce moment-là, on parle d'un silence parlementaire? Est-ce qu'en ce moment-là, on parle d'un accompagnement parlementaire, d'un Premier ministre faible, englouti par la puissance du président de la République, qui lui permet finalement d'appliquer sa vision? Est-ce qu'on parle de ça exactement ou c'est une autre démarche? Exactement. Bon, en fait, en droit positif congolais, on regarde la Constitution. En fait, le président de la République est la clé de voûte de la politique nationale. Bouchab ne l'entend pas comme ça. Rien ne peut se passer comme lui. Non, mais Bouchab ne le dit pas. Le professeur Bouchab, parce que je rappelle que vous êtes publiciste aussi, le professeur Bouchab parle du régime primo-ministériel. Le monsieur Cheo Kitundu parle d'un système parlementaire. Malheureusement, vous avez quelqu'un d'autre, Koko Nyangi, je ne sais pas moi qui, il parle d'un système parlementaire rationalisé. Alors on se pose la question, on est dans quel régime parlementaire? Et à la fin, dites-nous, Éric Bilaye. Oui, moi je suis très respectueux à l'égard du professeur Évariste Bouchab et de tant d'autres personnalités qui préfèrent aborder cette question avec quand même beaucoup de légèreté scientifique. Vous êtes chercheur en droit constitutionnel, c'est ça? En droit public. En droit public, je voudrais quand même préciser des choses. Notre constitution fait du président de la République la clé de voûte. Voilà. Toute la politique de la nation, dans son ensemble, excepté aucune politique, décide et s'oriente au niveau du Conseil des ministres, les gouvernements, la politique nationale du gouvernement. Quand on parle de la politique du gouvernement, on ne parle pas de la politique du Premier ministre. Hein. Les constituants ont été très prudents sur cette matière-là. D'ailleurs, l'expression primo-ministérielle demeure de ce point de vue farfelu en droit congolais parce que le constituant ne parle même pas de Premier ministre. Il parle du gouvernement. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Le gouvernement fait ceci, le gouvernement fait cela. On définit la politique de la nation en concertation avec les présidents de la République. Les gouvernements, c'est le gouvernement au sens organique, c'est-à-dire un organe qui se retrouve en Conseil des ministres. Toujours en Conseil des ministres. Appelé par le président de la République. Et ce Conseil des ministres est toujours convoqué. Et présidé par le président de la République. S'il ne les convoque pas, il ne se tiendra pas. Et toutes ces décisions-là, la politique de la nation, se prennent au Conseil des ministres qui est présidé par les présidents de la République, qui ont fixé l'ordre du jour. Même les ordonnances lois, même les ordonnances délibérées au Conseil des ministres. Je ne sais pas comment le professeur Bouchab vous demande, vous constitutionnaliste, vous juriste, de lui donner un seul article qui donne au président de la République plus de pouvoir que le Premier ministre. Il dit un seul, pas deux, un seul. Est-ce que vous pouvez nous donner, Éric Bilaye? Je donne un seul article qui donne au président de la République plus de pouvoir que le Premier ministre. Allez-y, c'est quel article? Le pouvoir de nomination du Premier ministre. Je crois que ça doit la majorité parlementaire. C'est là que vous trouvez le truc. Je crois que c'est Je donne un seul article. Oui, il a demandé un seul article. Un seul exactement. Je crois que... Ok, on va lire, c'est l'article 78. C'est l'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Absolument. Donc, le fait, il y a une ordonnance qui nomme le Premier ministre. Exactement. Et en droit, la compétence est d'attribution. En matière de retrait administratif des actes, seule l'autorité compétente peut retirer. Le président peut retirer aujourd'hui son ordonnance portant nomination du Premier ministre. Et finit les mandats du Premier ministre, finit les fonctions du Premier ministre. Alors, quand vous allez par exemple à l'article 79, 79 qui parle de hauts fonctionnaires, des ambassadeurs, des hauts fonctionnaires. L'article 79, c'est le président de la République. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre. Le président de la République promulgue des lois dans les conditions, les ordonnances, tout ça. C'est plutôt l'article 80. 80, ouais, l'article 80. Ouais. Qui investit d'ailleurs, le président de la République investit par ordonnance des gouverneurs, des vice-gouverneurs, et ainsi de suite.
Donc, ce sont des fonctions exorbitantes du président de la République. Bref, je voudrais préciser que dans un régime primo-ministériel, le Premier ministre est le chef de l'exécutif. C'est-à-dire que le Premier ministre préside le Conseil des cabinets. Vous voyez, Le Conseil des ministres. l'équivalent de Conseil des ministres lorsque d'accord. c'est présidé par le président de la République Ok. comme chef de l'exécutif. Ok. Donc, dans un régime primo-ministériel, le Premier ministre préside le Conseil des ministres. Le Conseil des cabinets, il nomme le membre du gouvernement. C'est le Premier ministre. Il a le pouvoir de dissolution de la Chambre. C'est-à-dire que si on était dans un régime primo-ministériel en droit congolais, par exemple, le Premier ministre pouvait nommer les ministres, il pouvait révoquer le ministre, il pouvait dissoudre l'Assemblée nationale, voilà, il pouvait ratifier les traités, les accords internationaux et les négocier, il pouvait nommer les hauts fonctionnaires, notamment les ambassadeurs, les accrédités. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, en fait, c'est le président de la République qui est la clé de voûte dans tout ça. Rien ne s'est fait sans le président de la République. Est-ce que ils ont parlé ils ont tenté de parler aussi de la cohabitation. Avant de parler de la cohabitation, parlons d'abord des origines du pouvoir. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre celui qui est élu et celui qui est nommé? Dans la tradition de la Constitution de 1958, la Constitution qu'on appelle gaulliste, 1958, en fait, c'est la réforme du pouvoir du président de la République, la consolidation de son pouvoir. Cette Constitution semi-présidentialiste de la Constitution française, sur laquelle est calqué le modèle, sur le modèle duquel est calquée notre Constitution, fait du président de la République la clé de voûte. C'est-à-dire que le président de la République est élu désormais au suffrage universel direct. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Donc, du coup, il n'y a pas de autre l'autorité qui est élue par le peuple, qui a le pouvoir du souverain primaire et qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, et l'autorité qui est nommée, il n'y a pas de débat. Parlons de cohabitation. Le FCC utilise son arme nucléaire en disant par exemple qu'on ne permettra pas à Félix Tshisekedi d'avoir une majorité parlementaire. Il faut laisser ça comme ça parce que c'est jusqu'à la fin, l'article 26 du règlement intérieur. Et puis ils parlent de la cohabitation. Ils disent que c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Oui, ils n'ont rien compris de tout ça là. Ben, écoutez, la cohabitation n'est pas possible en droit congolais. On ne peut pas parler de la cohabitation. Comment ça, on ne pourra pas parler de la cohabitation? Pourquoi? Oui, en fait, c'est pas possible. Parce que le président de la République apparaît partout dans la Constitution. Dans tous les circuits du pouvoir, il apparaît. Parce que tout s'est fait au Conseil des ministres, qu'il préside, qu'il convoque. Ouais. Donc, rien ne lui échappe. Il donne des orientations, les instructions au Premier ministre, en plein Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres adopte. Chaque fois que les choses sont adoptées au Conseil des ministres, c'est ce qui doit se faire. Dites-nous, Eric. C'est pas possible. Par où on peut faire la cohabitation? Je voudrais savoir. C'est pas possible en droit congolais. Est-ce que le Premier ministre issu de la cohabitation va-t-il être nommé autrement ou il devrait être nommé par le président de la République? C'est ça en fait. En fait, c'est ça la confusion. Parce que les gens qui font de cette question des cohabitations ou des primo-ministériels, le régime, leur cheval de bataille, ils vivent dans un monde totalement chimérique. Parce que, écoutez, le Premier ministre est nommé par le président de la République au sein de la majorité parlementaire. Il n'y a pas de changement, que ce soit qu'ils invoquent cohabitation, qu'ils invoquent primo-ministériel. La situation au droit congolais ne change pas parce que la Constitution n'a pas changé. Cette Constitution a été faite avec la révision de 2011 pour renforcer de plus en plus la dictature présidentielle. Et faisons de lui un monarque républicain. Un monarque républicain. Est-ce que le FCC finira par comprendre ça, ou vous pensez qu'ils ont d'autres moyens de mettre en mal le président de la République? Le FCC a compris ça parce que c'est lui qui a travaillé en 2011 pour renforcer de plus en plus le pouvoir du président de la République. Il le faisait peut-être parce qu'ils étaient en train de flatter M. Joseph Kabila, mais en réalité, ils oubliaient que c'était la loi fondamentale qu'ils révisaient et ils ont même touché aux prérogatives
d'indépendance des provinces. Ils ont donné au président de la marteau République, pour détruire le gouverneur. marteau pour détruire le gouverneur. Mais au-delà de ça, les assemblées provinciales, ben écoutez, c'est quand même important, c'est toutes ces questions. Donc le président de la République est la clé de voûte dans notre système. Et il gère tout, il contrôle tout. Alors, finalement, au sein des armées, au sein de la justice, c'est lui. Et il a des compétences que le Premier ministre ne peut jamais avoir. Est-ce que le Premier ministre peut nommer un magistrat ou le relever de ses fonctions? Est-ce que le Premier ministre peut nommer un chef d'état-major général? Même un ministre? Est-ce que le Premier ministre peut nommer un ministre qui est son semblable? Le Premier ministre n'est que le premier entre des ministres. Alors, il parle du contre-saint. Il parle du contre-saint. Ouais. Il dit que tout le pouvoir. Et ça, c'est qui? Je crois que c'est Cheikh Kitundu qui dit « Citez-moi une seule ordonnance qui n'est pas liée au contre-saint du Premier ministre. » Je voulais tomber, je dis, mais oh là là, je comprends là, mais dites-nous alors. Écoutez, le sénateur Cheikh Kitundu, j'ai beaucoup de considération pour lui. Écoutez, le contre-saint, c'est quoi en fait? Parce qu'en droit, il y a toujours les fondements juridiques. C'est quoi l'importance du contre-saint premier ministériel? Est-ce qu'on peut s'en passer ou pas? C'est ça, en fait, la question en droit. La question fondamentale, c'est celle-là. La question fondamentale en droit, c'est celle-là. Les contre-saints, premier ministériel, en fait, c'est un acte de responsabilité. C'est simplement un acte de responsabilité. C'est-à-dire que pour ces actes, les ordonnances du président de la République, qui engagent, par exemple, les finances publiques, qui touchent à la sécurité nationale, n'est-ce pas? Il est important que le Premier ministre accepte sa responsabilité devant le Parlement pour ces actes-là. Parce que c'est délibéré en Conseil des ministres, il accepte que, au cas où, au niveau du Parlement, parce que le président de la République est irresponsable devant le Parlement, le Premier ministre peut répondre. Alors, pour marquer son acceptation des responsabilités, il contresigne. C'est fini. Si le Premier ministre refuse de contresigner une ordonnance présidentielle, ça n'est pas que cette ordonnance est invalide. Cette ordonnance va exister, être publiée au journal officiel, produire tous ses effets. Sauf que si une fois il y a un problème et que le Parlement convoque le Premier ministre pour se justifier concernant cette ordonnance-là qu'il n'a pas contresignée, il va décliner sa responsabilité. Il va dire, je ne suis pas responsable parce que je n'ai pas contresigné. Et il va faire quoi la conséquence? Mais c'est la conséquence, c'est qu'il n'est pas responsable en droit. Et on va faire quoi en ce moment? Parce que le chef de l'État ne viendra jamais. Ne viendra jamais. Voilà. C'est ça l'importance du système semi-présidentiel. Et les contre-saints premier ministériels, ça a une importance considérable en matière de gestion de la chose publique. Ça fait l'orthodoxie simplement. Voilà. Il y a des ordonnances que le Premier ministre ne peut pas signer, qui relèvent du pouvoir propre du président de la République. Par exemple, le pouvoir d'arbitrage et de dissolution. On ne peut pas signer ça. L'ordonnance qui nomme le Premier ministre lui-même n'est pas lui-même contresigné. Il ne peut pas contresigner. Donc, c'est très important, ces questions. Alors, vous avez dit que... Oui, au-delà de tout, il y a aussi cette question qui dérange les esprits maintenant, c'est que le président de la République va être le président de l'Union africaine. Quels sont les enjeux de cette présidence? Au regard de ce qui se passe dans notre pays, comment va-t-il être un président de l'Union africaine avec le feu qui brûle chez lui dans sa propre maison? Oui, ça c'est un aspect très important. Au-delà de tout ça, moi je vois la présidence de l'Union africaine dans un cadre, je me mets dans la position, dans la vision du chairman Jean-Pierre Bemba, qui a taillé une vision sur une Afrique de peuples. Mais il y a des enjeux majeurs aujourd'hui. D'abord au niveau interne, la sécurité à l'est du pays. C'est un enjeu majeur de la présidence de l'Union africaine. Il faut voir comment pacifier la sous-région. Mais aussi, il y a un enjeu commercial considérable avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine dont les signatures sont en cours. Et c'est un aspect commercial très important. À notre niveau national, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on pense faire? Est-ce qu'à ce niveau, le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, au niveau des affaires étrangères, est-ce que les ministres plénipotentiaires de deuxième classe chargés du département Afrique et Madagascar s'en occupent? Ce sont des questions fondamentales de la présidence par la RDC de l'Union africaine.
Et nous devons, au niveau interne, veiller, parce que nous, par exemple, à notre niveau, au niveau du chairman Jean-Pierre Bemba, il est attaché au GATT en ce qui concerne le libre-échangisme, il est attaché au GATT, il est attaché aux accords de l'Organisation mondiale du commerce, mais il est considérablement attaché aussi à la sécurité nationale. Au niveau national, comment on peut contrôler la circulation des personnes et de leurs biens? Est-ce qu'on peut bien jouer ce rôle? Est-ce qu'on peut contenir les importations au cas où cet accord continental de libre-échange s'est mis en pratique? Je crois que même les conseillers spéciaux en charge des questions continentales et internationales du président de la République doivent travailler considérablement sur cette question ensemble avec les ministres de la coopération internationale et les ministres des Affaires étrangères pour étayer des pistes qui vont permettre à la République, parce qu'il s'agit d'un enjeu majeur. Nous avons toujours rêvé de présider des institutions internationales. Je me rappelle encore de la présidence par la RDC du Conseil de sécurité de l'ONU. On a porté une vision. Nous devons porter une vision pour l'Afrique. Par exemple, aujourd'hui, du point de vue des répressions des crimes contre la paix et la sécurité internationale. Les ONG chez nous, ils débattent sur l'institution d'un tribunal pénal international pour la RDC. Quelle est la part du gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement congolais, qu'est-ce que la RDC va apporter comme dose de solutions à cette question au niveau de la Commission africaine? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi qu'au niveau de l'Union africaine, dans le cadre de la répression de ces crimes, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples devient aussi une Cour pénale internationale. Comment concilier ces questions avec la CPI qui existe? Parce que les États africains, ils ont dit, écoutez, la CPI serait une justice construite contre les Africains. Ils veulent construire leur propre justice au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, pour consolider une Cour pénale de peuple africain. Moi, je pense que nous devons avoir une vision. Et cette vision... Et qui portera cette vision? C'est le président de la République? Le président de la République, bien sûr. Mais il ne fera qu'une année, c'est tout. Non, ben écoutez, dans une année, on peut faire beaucoup de choses dans une institution internationale, au sein de la Commission africaine, si on est préparé. Écoutez, il faut préparer des équipes. J'ai vu des nominations de personnalités pour qui j'ai beaucoup de considération. J'espère qu'ils travaillent sur ces enjeux. Comment nous pouvons influencer, comment nous pouvons penser à la fois, parce que le chairman Jean-Pierre Bemba a toujours pensé d'une Afrique de peuple. C'est ce qui est arrivé. Et d'une Afrique institutionnelle solide. Par exemple, un véritable parlement africain de peuple. Pas un parlement, une union interparlementaire africaine. Ou pas un syndicat des chefs d'État ou des parlementaires, tout ça. Un véritable parlement africain de peuple. C'est-à-dire un parlement qui incarne la représentation de peuples d'Afrique. Parce que l'Afrique, désormais, c'est l'Afrique de peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut un Parlement africain de peuples. Toutes ces visions doivent être portées par le président de la République, même au niveau, espérant aussi, dans les cadres futurs de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, que la RDC, qui est le plus grand pays francophone du monde après les plus grands de tous les pays membres de la francophonie, peut jouer un rôle important dans la conduite de la politique de cette institution internationale. Alors, on va terminer cette émission avec une question des consultations maintenant. Les consultations sont terminées. On a remarqué l'absence du FCC, l'absence de Joseph Kabila. Aujourd'hui, dites-moi, Eric, sur quel terrain le président va-t-il s'élancer? Quelles sont ses manœuvres? Ah oui, comment va-t-il faire? En fait, pour la pathologie économique, politique et sociale actuelle en RDC, si la réconfiguration politique par une majorité parlementaire dûment constatée par le président de la République, par un informateur, demeure une poudre de perlimpinpin, à mon point de vue, je crois que la dissolution de l'Assemblée nationale reste une panacée, une thérapie idoine à cette pathologie actuelle. Il faut dissoudre, parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend du président de la République la dissolution de l'Assemblée nationale.
aux fins de construire un nouveau départ. Oui, mais Certaines personnes disent, écoutez, est-ce qu'on va organiser les élections dans le délai. dans les délais? La dissolution, les conditions préalables de la dissolution, parmi les conditions préalables de la dissolution, il n'y a pas l'organisation des élections. Il faut d'abord dissoudre. Et puis, parce que la dissolution, vous voyez, j'ai suivi certains arguments farfelus et incorrects. Dire qu'écoutez, même si les présidents dissout aujourd'hui l'Assemblée nationale, le même député doivent demeurer jusqu'à l'installation de nouveaux députés. Pourtant, c'est pas mensonge. C'est un mensonge juridique. Mm. Écoutez, la dissolution est une sanction qui ne répond pas à la théorie des investitures et des désinvestitures. C'est-à-dire que la dissolution est une sanction. C'est-à-dire, autrement, on dit au président de la République, je vous chasse, messieurs. Oui. Vous êtes chassés. C'est une révocation. Ouais, on peut le dire. En fait, les présidents chassent les députés. Ils barricadent l'Assemblée nationale. Ouais. Est-ce qu'il va organiser les élections ou pas? Est-ce que c'est son travail d'organiser les élections? C'est pas son travail. Ça, c'est la CENI, le gouvernement, c'est pas lui. Mais parce que cette CENI n'est pas crédible, Oui. la classe politique, à l'aide d'une convention de la Constitution, j'ai toujours plaidé pour un conventionnalisme constitutionnel pour gérer, parce que vous voyez, en droit constitutionnel des crises, en droit constitutionnel thérapeutique, les conventions de la Constitution viennent aider la société à évoluer en dehors de certaines dispositions de la Constitution pour une certaine période afin de résoudre la crise. En fait, c'est un mécanisme curatif. Alors, on va se retrouver pour trouver les modes opératoires. Pendant ce temps, le Parlement va rester monolithique avec une seule chambre. Alors, mais on peut aussi trouver un accord, une convention de la Constitution qui ne sera pas un gentleman's agreement, une convention véritable de la Constitution, des natures non écrites, mais très forte, et qui va neutraliser un moment ces Sénats. Parce que même ce Sénat n'est pas crédible. Vous savez que la corruption a été le maître mot de l'élection à ce second degré de ces sénateurs. Même alors, le Sénat n'a aucun pouvoir sur le président, même pas sur le gouvernement. Ils peuvent venir évoquer. C'est une institution qui engage les finances publiques. Oui, les finances publiques. On peut trouver une convention de la Constitution pour neutraliser le Sénat. Pour neutraliser le Sénat à un moment. Après, on va réformer, faire des réformes électorales, des réformes institutionnelles, des armées, et puis organiser des bonnes élections en 2023. Comment vous voyez la possibilité, par exemple, si aujourd'hui l'Assemblée nationale est dissoute, que devient le gouvernement? Ce gouvernement, il tombe. Il ne va pas exister. Il va pas exister. Sur quelle base va-t-il tomber si l'Assemblée tombe? Non, le gouvernement est assis sur la base. Même aujourd'hui, ce gouvernement n'a pas de base juridique. Malheureusement. N'a pas de base juridique. Quelqu'un qui n'a pas de base juridique, je ne peux pas me mettre à réfléchir sur lui. Un gouvernement qui n'a pas de base juridique. Il n'y a pas de majorité parlementaire. Comment vous êtes devenu un gouvernement? Par la magie des pressions du FCC. Écoutez, ces parlements tombent, on trouve un accord. Comment réformer, comment faire des réformes? Par exemple, au niveau de la Constitution, consacrer, vous voyez, la question de la nationalité, c'est une question aussi importante. Très importante. Consacrer la congolité perpétuelle. C'est-à-dire ne pas écarter l'exclusivité de la nationalité congolaise. Laisser la disposition de l'alinéa premier de l'article 10 de l'exclusivité qu'on ne peut pas détenir concurremment la nationalité congolaise avec une autre nationalité. Mais ouvrir une brèche de perpétuité pour les Congolais d'origine. Je pense. C'est-à-dire quand vous êtes né Congolais, vous êtes Congolais pour toute la vie. C'est-à-dire que la double nationalité ne peut pas jouer sur vous la triple. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais perdre cette nationalité. Quand même si vous devenez américain, quand vous rentrez chez vous, vous recouvrez d'office la nationalité. Non, vous ne recouvrez pas. D'accord. Même si vous avez acquis la nationalité américaine, que vous vivez aux États-Unis, vous êtes Congolais. D'accord. Vous ne perdez jamais. De plein droit. Toute la vie. Lorsque vous revenez au Congo, vous êtes Congolais comme toute la vie. Parce que vous êtes Congolais d'origine. Très bien. Mais pour les Congolais par acquisition, la question de l'exclusivité demeure. On a terminé, mais alors, supposons qu'aujourd'hui, que le président de la République dise par exemple, écoutez, je mets fin aux fonctions du Premier ministre, et que le FCC crie à la violation de la Constitution, ils attaquent au niveau de la Cour constitutionnelle, et ils demandent la destitution du chef de l'État. Comment ça va se passer? Le président de la République ne peut mettre fin aux fonctions du Premier ministre. C'est en fait
Dans notre système, il y a un orléanisme qui est ancré dans notre constitution. Vous voyez, le parlementarisme orléaniste, c'est un parlementarisme dualiste. C'est-à-dire que le gouvernement a une double responsabilité devant le Parlement et devant les chefs de l'État. Mais il y a une dose sur cette responsabilité-là. On dit que le président de la République peut mettre fin aux fonctions du Premier ministre après démission, en lui demandant de démissionner. Si en fait, c'est une sanction. C'est une délicatesse constitutionnelle. S'il refuse parce que les droits constitutionnels, non, il ne peut pas refuser. Les droits constitutionnels, c'est une révocation en fait en réalité. La demande de démission. En fait, les droits constitutionnels, dans sa délicatesse, n'est-ce pas, ne voudraient pas dire que, écoutez, le président de la République révoque le Premier ministre. Les constituants ont voulu dire, écoutez, il met fin à ses fonctions. Simplement une courtoisie, une élégance. Une courtoisie, une élégance. Ouais. Et le Premier ministre ne peut pas. Le président peut annoncer que j'ai demandé au Premier ministre de démissionner et c'est fini. Alors, Éric Bilalé, est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Bemba peut faire un bon Premier ministre dans ce pays? Ou un bon informateur pour identifier la majorité parlementaire? Quelle casquette voudra-t-il, lui? Non, écoutez, le chairman Jean-Pierre Bemba est formé pour assumer toutes les hautes fonctions, tant nationales qu'internationales. Il peut être bon président de la République, bon Premier ministre, il a été bon vice-président, il a été un bon conseiller économique et financier du maréchal Mobutu, à la fleur de l'âge. Il est un bon gestionnaire, il gère des affaires, il a des compétences extraordinaires, il a des qualités, il peut faire un bon ministre, un bon chef d'état-major, il peut faire... Chef d'état-major? Pour avoir été militaire avant. D'accord. J'ai dit, oui, écoutez, il a géré des armées, il est un chef des armées, il a beaucoup de qualités. Il peut faire un bon commando de l'air, il a des compétences extraordinaires. Mais si vous faites de Jean-Pierre Bemba un chef d'état-major, non, je dis pas. Je vous dis que ça sera la mort. Ça sera la mort parce qu'on dit que il a toujours des sons belliqueux, des sons vengeurs. Non, écoutez, eh bien, le FCC aura du mal. Écoutez, j'ai pas dit ça. J'ai dit il peut faire. Oui, il peut faire. C'est dans l'hypothèse. Je n'ai pas dit qu'il va accepter de le faire. Non, vous avez dit qu'il peut. Il peut. C'est un général de division, il peut être président de la République. On a compris. Il peut être Premier ministre. Il a été vice-président, il a été conseiller, il peut être secrétaire général de l'ONU, il peut être... voilà. Quels sont les rapports de Jean-Pierre Bemba avec Kabila? Quels sont les rapports de Jean-Pierre Bemba avec Félix Tshisekedi, avec Fayoulou et avec Jean-Pierre Bemba? On s'arrête là. Il a des bons rapports avec tout le monde. C'est un républicain. Merci. Ils voient en eux ses compatriotes et ils pensent que s'ils ont la conscience, ensemble, on peut construire une grande nation au sein de l'Afrique. Comment va Madame Bazaïba? Elle va très bien dans la gestion des affaires du parti. Elle se porte bien. Est-ce que vous pensez qu'on pourra recevoir Jean-Pierre Bemba dans cette émission? Si vous lui lancez une invitation et qu'il accepte, il va venir sans problème. Est-ce que vous pensez que je peux vous communiquer, je peux vous remettre l'invitation? Si vous me donnez l'invitation, je vais lui faire parvenir. Merci beaucoup. Ça sera un grand plaisir de recevoir ce grand homme sur ce plateau, qu'on discute un peu. Merci beaucoup, Éric Bilalé. C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir. Vous savez, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir parce que vous parlez bien, vous êtes intelligent, vous êtes pertinent, c'est bien. Je crois que je vous reverrai dans d'autres circonstances. Vous serez certainement secrétaire général du parti. Merci d'avance. On se retrouve très prochainement. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je recevais Éric Bilalé, cadre du MLC, publiciste et avocat, c'est ça déjà, oui. Avocat et conférencier aussi, il faut le dire. Hein, conférencier. Merci d'avoir été nombreux. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Et donc t'es cagnoso. Biloko ya congolais. Olingi ne kola yo. Salisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo ba boya elei. Poko ba bonela yo. Balobi bio.
bio Africa Union ezoteka tutakola na bachinois sino kolie pa ya chinois kolie ya nini ndekola yoteka bazoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio sio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali takomba kangane mpoto ya mbisi za balobi nyama ya botuli ya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu eza kolia na peti po mama Marthe ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ou alonu mpo na kolia na bino moko bakolela bino kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.